roof off the sucker. Tear the roof off. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off the sucker. We got a rhythm going down. There's a whole lot of rhythm going down. We got a rhythm of the thing going down. There's a whole lot of rhythm going down. We want the funk, y'all. Oh, we want the funk. Give up the funk. Oh, we want the funk. Give up the funk. Oh, we want the funk. Give up the funk. Oh, we want the funk. Give up the funk. Ça va? Ouais. Ça va, Laurent? Ouais, moyen. Quoi? Je t'ai appelé pour te dire, t'as un invité pourri qui va te plomber l'émission, tu l'as pris quand même, bah voilà, tu verras les conséquences. Qui? Je te dirai pas qui, tu verras, interview, tu verras. Ah ouais. On peut pas avoir un beau casting tous les jours, hein. Tu vas voir le connard, vas-y, enchaîne. C'est le warm-up. Oriane Deschamps, bonsoir. Alors, vous avez 22 ans, vous êtes comédienne et vous êtes ici ce soir pour nous parler de Brillantissime, le premier film réalisé par Michel Larocque, qui est sorti mercredi, qui est un carton, et dans lequel vous jouez la fille de Michel Larocque, et ça tombe bien. Ouais, c'est un rôle que je connais pas super bien. Mais Vous êtes la fille de Michel Larocque, mais pas avec Pierre Palmade. Non. Alors, le pitch, c'est donc Michel, qui s'appelle Angela dans le film, qui vit avec son mari, Pascal Elbé, et vous. Mais le soir de Noël, son mari la plante pour partir avec une bombe ukrainienne. Ouais. Et sa fille, vous-même, donc, vous rejoignez votre Jules, donc elle se retrouve toute seule. Là, Angela appelle son psy, qui est Cadmerade, mais lui, il est fou amoureux d'elle. C'est ça. Et donc, ça va pas arranger les choses, quoi. Non. Bon, on va regarder la bande-annonce. Non mais ma chérie, tu sais que je respecte complètement ta musique, mais le problème c'est le volume. Tu peux pas répéter avec un casque? Bah non, on n'est pas les Daft Punk. Max est parti aussi. Et Léa ou Max? Eh ben d'abord Léa et après Max. Je pars ce soir et je reviendrai pas. C'est-à-dire? Oui, Angela. Je peux venir vous voir, docteur? Passez à mon cabinet dans 1 heure. J'y serai dans 1 heure. J'arrive. Oui, moi aussi j'arrive. On arrive. Tout le monde arrive. Mais moi ça va pas très fort en ce moment, maman. Tu sais, ma chérie, le bridge, c'est un des derniers petits bonheurs pour des gens en fin de vie comme Marguerite. Angela, vous allez vous prendre 2 pilules. Maintenant, Qu'est-ce que vous lui avez donné, là? des plantes. Tu es pas la première à te suicider non plus, hein? Avec des fougères, si. C'est pour déjeuner? Non, c'est un exercice médical. Vous savez, docteur, je vais essayer de rencontrer quelqu'un. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est trop tôt. Tu peux crier sans problème. Les voisins ont l'habitude avec moi. Qui c'est lui? Un ami. N'importe quoi. Enchanté aussi. Ça me fait du bien de vous voir vous reconstruire. J'y arrive plus, Angela. À quoi? Oh, la photo de ma carte vitale. Vous voulez qu'on en parle un peu? Voilà, Brillantissime, dans un cinéma près de chez vous. Alors, c'est très marrant, c'est bien écrit, il y a des bonnes vannes. Il y a de très bonnes vannes parce que je viens de me poser la question pendant que la bande-annonce était diffusée. Elle dit, ah, tu chantes du rock là? Et c'est quoi comme rock? Elle me dit du rock plutôt à la Dao. Non, Ah pop, oui, j'ai elle dit. dit, ah, effectivement, c'est très rock, Étienne Dao. Philippe, sont toi autorisé à intervenir, hein. Pardon. Ah, Ouais, excuse-moi. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ça n'a pas tardé, hein. D'accord. Alors, c'est très marrant et c'est en même temps très tendre. C'est Michel, C'est quoi. poétique, je trouve. Ouais, et puis il y a un côté complètement décalé, parce qu'elle est un peu cinglée, votre maman. Elle est quand même, complètement d'accord, barrée, ma mère, oui. Alors, lorsqu'on demande à Michel Larocque pourquoi elle vous a choisi pour le rôle de sa fille, elle dit « Parce que je la trouve superbe, photogénique et talentueuse, et je savais qu'elle allait être géniale. » C'est une vraie mère juive. Hein. Elle m'aime pas trop. Alors, elle jouait d'ailleurs le rôle d'une mère juive au cinéma dans Comme tu es belle. Vous faisiez sa fille, Ouais. déjà à l'époque. Mais à l'époque, vous aviez 11 ans.
Vous aviez vécu ça comment? Bah, j'ai adoré. Après, c'était vraiment la colonie de vacances. C'était pendant l'été. Et Lisa Azuelos a proposé à ma mère de me faire jouer dedans pour que je puisse passer du temps Ah, c'est avec. gentil. Ah oui, d'accord. Mais sans savoir ce que ça allait donner. Et au final, c'était comme ça. Alors, vous êtes une fille d'eux, mais, il faut dire les choses quand même, vous n'avez jamais pris de drogue, Non, jamais. vous n'avez pas fait de tentative de suicide, Jamais. et vous n'êtes pas sortie avec Anthony Delon. Ce qui est quand même génial. Alors, vous avez fait des études de lettres. Oui. Cannes, Hippocagne. Ensuite, vous avez bossé dans une boîte de prod à New York, Oui. indépendante, loin de votre maman et de votre papa, Didier Deschamps. Dominique Deschamps, qui est adaptateur et metteur en scène de théâtre. Tu le connais, toi, Dominique J'ai Deschamps? travaillé chez lui parce qu'il dirigeait le Théâtre Fontaine, donc je le connais très bien. Ah, Dominique. alors, il est sympa? Il est très sympa. Ici à voir. Oui. Thierry, vous vous en donnez à cœur joie pour chambrer Oriane Deschamps, mais je suis sûr que quand ce sera le tour d'Etchebest, vous allez chanter un peu moins fort. Attends, Etchebest, ah bah oui. Etchebest, il était boxeur. Non, il frappe que les cuisiniers maintenant. Même pas. Alors dans Brillante ici, Michel Larocque a fait tourner sa fille, sa mère, Et son chien. surtout. Il y a rien pour François Barouin. Bah, Attends, il a arrêté la politique, François Barouin, mais quand même. peut-être qu'il est dedans. Qu'est-ce qu'on en sait? Ah, il Dans était- le chien Nedra Yadi, bonsoir. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Nedra Ayadi, c'est ça. On est d'accord, vous êtes ici pour maltraitance. Mais entre nous, là, en dehors du procès verbal, votre fille m'a dit que vous vouliez l'envoyer au bled et la marier à un cousin de force. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai, et là, je suis son père. Faut bien qu'elle se marie un jour, non? Ouais, faut bien qu'elle se marie. Vous croyez que vous avez tous les droits sur elle? C'est moi qui décide. Ah ouais? Alors vous êtes bien renseigné avant de venir à la police, hein? Ouais. Vous savez que c'est pas dans le code pénal. Mais vous savez quoi? Ça va bientôt arriver. Et une fois que vous l'aurez mariée, votre fille, et qu'elle se sera fait violer par son mari, parce que c'est du viol, hein, vous allez l'obliger à avoir un rapport sexuel avec un homme alors qu'elle en a pas envie. Et ben moi, je serai là. Je serai là et je vous lâcherai pas. C'est quoi votre problème? Pourquoi c'est quoi mon problème? C'est moi qui dis quel est le problème, d'accord? Vous êtes à la police ici. Je vais pas te parler, moi. Arrête le dire. Non, non, c'est moi la police. Directeur. Quoi, attends, là. Hein? C'est moi la police, d'accord? C'est moi la police, ok? Là, je suis de la police, d'accord? Alors c'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Et pourquoi vous voulez pas me parler à moi? C'est parce que je suis une femme, c'est ça? تحشمش برا روحي شو ما نحشمش؟ اوكي بسبب tes enfants et ton mari. وانت ما تحشمش برا وانت ما روحي. تحشمش ما تكلمنيش هكاك، فهمت؟ خدني انا، فهمت؟ وانت مثبت روحك قريت القران توا وريني. هيا قول لي وين مكتوب؟ كان انت راجل ومسلم باهي، ها؟ قول لي وين مكتوب في القران البو ينجم يلاز بنته تعرس بالسيف عليها؟ وريني توري انت توا تحب توريني، تخيل انت باش تفهمني توا القران وين مكتوب في القران المراه نجم ما تنجمش تخدم؟ توريني وين مكتوب، تخيل روحك مسلم. مسختنا القران يعلم الاحترام، فهمت؟ Il y a un problème avec monsieur là? لا يا pas de problème. Y a pas de problème. Tu veux boire quelque chose? Un verre d'eau. Ouais! Chaque fois que je vois cette scène, j'ai les larmes aux yeux. Je trouve ça tellement fort, c'est extraordinaire. Elle joue bien, mais ça m'a choqué qu'elle parle danois pendant la scène. Tout est bien dans ce film. D'ailleurs, vous avez eu le César du meilleur espoir féminin, Nedra. Nedra Ayadi dans Police. Je voulais remercier une femme qui m'a fait confiance et qui m'a donné la possibilité d'être là aujourd'hui. Merci Maï.
Merci beaucoup. Je suis très contente aussi d'avoir été sur ce tournage avec toute cette équipe. Je voulais remercier donc tous mes voilà, je suis contente d'avoir été là avec tous ces gens, toute cette équipe. Je suis ravie de partager ce moment avec mon agent, Céline Camina, et avec ma famille, mes parents, mes 2 frères et les 2 amours de ma vie, Rémi et Nina Nour. Et Dieu sort aussi. Et Didier. Merci. Est-ce qu'elle joue mal l'émotion quand même, t'as vu? Alors Nedra, vous êtes ici ce soir pour la pièce Justice, jusqu'au 31 mars au Théâtre de l'Œuvre. Alors c'est une pièce de Samantha Markovic, mise en scène par Salomé Lelouch. Alors le pitch, c'est une pièce sur les comparutions immédiates, donc c'est-à-dire quand l'accusé est jugé directement après une garde à vue. Ça raconte les dysfonctionnements de la justice. Tous les cas sont vrais, hein. Oui. Elle y est allée. Oui, l'auteur a assisté aux comparutions immédiates. Là, la pièce, elle parle vraiment du moment entre le procureur et l'accusé, et c'est là que se décide le déferment en comparution immédiate ou pas. Voilà. Alors, il n'y a que des femmes dans le casting, hein. Il y a un premier groupe avec vous, Fatima Ndoye, et Océane Rosemary aussi. Oui, hein. Et dans l'autre groupe, il y a Camille Chamou, Camille Cotin et l'auteur Samantha Markovic. Voilà. Alors, vous interprétez tous les rôles. Oui, en fait, c'est différents tableaux et on passe des accusés aux voies de la justice en une fraction de seconde. Vous faites une droguée, une étudiante, une maman. Oui, une nourrice, des procs. Et en fait, tout le travail de Salomé Lelouch aussi, même pendant les répétitions, c'était de nous faire traverser tous les personnages. Et puis ensuite, elle nous a distribué. Donc, les 2 distributions sont très différentes. Ce qui est passionnant dans cette pièce, en fait, c'est qu'au départ, dites-vous, la victime est contre son agresseur, mais au fil de la pièce, on se rend compte que l'agresseur est lui aussi victime du système. Du système, de lui-même. Et puis voilà, et puis c'est très... on se rend compte aussi que... Enfin, il y a tellement de cas, la justice aussi croule sous le poids des affaires. Et en fait, comment rendre la justice avec... toute cette misère humaine, on se rend compte que c'est dur d'être juste aussi. Ça marche bien? Très, très bien. Ça a bien commencé? Ah ouais, ça a très bien commencé, on est très contents, on est tout va heureux bien. de... Oui. Alors Nedra, vous êtes issu d'une famille d'origine tunisienne. Votre père travaillait dans la restauration, votre mère était nourrice, vous avez été élevée dans le 15e. Et après? À la Selle Saint-Cloud. Ah ben ça va. Ça va très bien. Il y a Côté pire. HLM, mais à la Selle Saint-Cloud néanmoins. Quand même. Alors, vous dites, jeune, j'étais un ovni. Et c'est vrai que pendant que vos frères regardaient des films d'action, vous lisiez Balzac, Zola, enfin, vous étiez absolument incroyable, quoi. Je sais pas, en tout cas, c'est ce qui me passionnait. Ouais. Et ensuite, il y a des profs au collège qui vous ont emmené à la Comédie Française. Ça a été un déclic pour vous. Ouais, très vite. Je sentais que c'était là que je devais aller. Et puis, il y a eu une prof qui a organisé un cours de théâtre avec un comédien. Et spontanément, j'ai levé la main. Et puis après, j'ai pu décrocher. Alors, vous commencez à faire du théâtre sans le savoir en animant des soirées de Noël chez vous pour faire rigoler vos parents, en fait. Oui. J'embauchais tous mes cousins, mes frères, je les enfermais dans la chambre. J'avais écrit des pièces et puis on jouait le soir. Ça vous a pas empêché de faire une maîtrise de droit public pour faire plaisir à vos parents? Non, pas que. J'ai adoré faire des études. J'ai adoré. Et puis aujourd'hui, ça me sert tous les jours. En plus, je m'étais spécialisée dans les libertés publiques. Ah, pour la pièce que vous jouez, oui, c'est parfait. Là, je dois dire, oui, ça sert. J'ai adoré. Puis ça structure. Ouais. Et en fait, c'est important de faire des études pour avoir les arguments, pour surtout pas qu'on nous enferme dans des cases. Vous enfermer quelque part, ça doit être compliqué, hein? Ça doit être très compliqué. Alors, il y a une chanson qui raconte tout ça, qui raconte vos parents surtout, c'est ça.
Salut les terriens, à tout de suite. Salut les terriens du samedi. Avec nous ce soir, 7 super terriens. Jeff Panacloc, Philippe Etchebest, Jean-François Piège, Roland McDan, Nedra Ayadi, Oriane Deschamps et Laurent Baffy. Premier terrien invité ce soir, le seul cuisinier à qui on n'ose pas rendre son assiette pas finie, c'est Philippe Etchebest. Quand il vous dit « je vais te mettre une patate », on n'est pas sûr que ça soit pour vous rajouter une pomme de terre. Voilà, faut le savoir, quoi, voilà. Avec lui, le piège dans lequel on aime tomber, Jean-François Piège. Autre terrien invité ce soir, le Philippe Martinez de l'humour, Roland McDan. J'aurais pu dire le Hedwig Plenel, enfin tu vois, voilà, du moment que t'as une moustache. Première terrienne invitée ce soir, celle qu'on a encore un peu tendance à appeler la fliquette rebeu géniale de police, mais qui s'appelle en fait Nedra Ayadi. Nedra Ayadi. Autre terrienne invitée ce soir, une actrice incroyablement crédible dans le rôle de la fille de Michel Larocque dans Brillantissime, c'est Oriane Deschamps. En P2, nous recevrons un homme qui est devenu célèbre en mettant son avant-bras dans le cul d'un singe. C'est Jeff Panacloc. Avec lui, la preuve que le singe descend de l'homme, le Donald Trump français, Jean-Marc. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Le groupe est vraiment de fortune et le hashtag SLT. Et maintenant, voici mon CDD. Toujours en CDD. Tom Villard. Ça va Thierry? Super. Notre première invitée, elle a explosé en même temps que Joe Star. Alors c'est pas Cool Chain avec NTM, mais c'est Nedra Ayadi dans Police. À la base, Nedra s'était fait remarquer dans la mouette de Tchekhov, voilà. Et Catherine Bria, elle, c'était dans le pigeon de Christophe Rocancourt. À chacun son oiseau, voilà. Ça. Et puis là, vous en avez parlé, Thierry. Nedra, elle joue dans une pièce de théâtre qui s'appelle Justice. Voilà, c'est une pièce qui est portée que par des femmes, de la mise en scène en passant par les comédiennes, même les techniciens, il y a beaucoup de femmes. Voilà. Non, attendez, pas de vanne, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai pas vu Marlène Schiappa partir, donc peut-être qu'elle est encore là parmi nous. Non, voilà. Elle était ravie, Marlène, je te jure, ça allait très bien. En tout cas, le spectacle s'appelle Justice et c'est une reconstitution théâtrale de l'appareil judiciaire. Et c'est une pièce sur les comparutions immédiates. Voilà, donc je suis pas producteur de spectacle, mais un conseil, là, jouez pas à Marseille, vous allez faire un bide. Vraiment, c'est... Vous jouez déjà depuis quelques jours, il paraît qu'il y a Patrick Balkany qui est venu et il a déclaré « C'est la première fois que j'assiste à un procès que je ressors libre. Très bon spectacle. » Voilà, Tiens, notre deuxième invitée, c'est une comédienne, et même une très bonne comédienne, c'est mademoiselle Oriane Deschamps. Je dis d'abord comédienne parce que vous avez beaucoup parlé de ses parents et je fais gaffe parce que voilà, faut d'abord mettre la profession en avant. Hein. Vous vous souvenez, Thierry, de ce qu'on a eu hier ? Oui, je sais. Voilà. Donc d'abord, voilà, parce qu'effectivement, mademoiselle, vous êtes la fille de Michel Larocque dans le film Brillantissime et dans la vraie vie aussi. Et voilà, on va pas se reprendre des emmerdes. Oriane est surtout grand reporter de guerre. Hein. Oui. Ah aussi. putain, on a oublié de le dire. C'est ça.
Non mais Oriane, c'est une enfant de la balle. Voilà, c'est ce qu'on dit généralement quand la personne est née dans le métier. Non mais je suis sûr qu'il y a des gens malveillants qui disent ah d'accord, elle est comédienne, elle joue dans le film de sa mère. De toute façon, le cinoche c'est magouille et compagnie, copinage. Enfin, quand il y a un gamin qui reprend la boucherie ou la ferme de son père, on dit pas ah il est agriculteur. Et voilà, ça c'est bien magouille et compagnie, copinage et tralala. Non mais c'est vrai. En tout cas, voilà, vous jouez dans le film avec votre maman et c'est pas donné à tout le monde. Regardez Clara Morgan, même si elle avait voulu, sa mère, elle aurait pas pu. Voilà, donc faut faire très très attention. Ce soir, Thierry, on a aussi 2 grands chefs en plateau et pourtant on va même pas manger. Voilà. Alors autant quand on reçoit Bruel, ça me dérange pas qu'il chante pas, mais là c'est quand même con. C'est Philippe Etchebest et Jean-François Piège. Nous, on va pas manger, mais eux aussi. 2 très très grands chefs, 2 maestros de la cuisine. Enfin, il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais comme l'autre est très costaud, je dirais rien. Et non, j'ai eu la chance de venir manger une fois chez Jean-François Piège. Ah ouais. Ouais, ma copine avait trouvé ça extraordinaire. Mon banquier, très cher, mais en tout cas... non, mais parce qu'il faut comprendre que ça coûte très cher dans ce restaurant. Ce qui coûte très cher, c'est les serveurs, le cuisinier, c'est la main-d'œuvre. Voilà, vous savez quoi, vous emmerdez pas, faites un buffet. Vraiment, je suis prêt à venir avec mes couverts et je veux bien faire la plonge derrière. Vraiment, non. Et vous avez fait un petit jeu de mots, voilà, parce que voilà, le nom de Jean-François, c'est Piège, et c'est vrai que comme nom de famille, pour un cuistot, c'est pas terrible. Pour un mec qui fait des caméras cachées, à la limite, pourquoi pas. Jacques Toubon aurait pu ouvrir un resto. C'est vrai. Et en même temps, heureusement qu'on choisit pas son métier par rapport à son nom de famille, parce que Bernard Laporte, il bosserait chez le roi Merlin, et Noël Mamère, il serait femme au foyer, donc fatalement, c'est... Alors que, du côté des noms de famille, Etchebest, c'est formidable, c'est formidable. Non. Etchebest, en bas, vous savez ce que ça veut dire ça veut dire la nouvelle maison. C'est ça, bravo. Ouais, putain de maison, hein. T'as vu les murs porteurs bon, par contre, la toiture s'est barrée depuis un long temps, mais bon, c'est pas grave. Et là, ils reviennent pour Top Chef, voilà, qui est une nouvelle saison, c'est la 9e. Vous savez, Top Chef, c'est cette émission où à chaque épreuve, il y a quelqu'un qui crie « Il vous reste 30 secondes !» C'est la pire émission pour un précoce. Et... Non, mais c'est fou. Non mais c'est vrai, et Top Chef c'est quand même la seule émission la plus frustrante de la télévision. Tu regardes pendant des heures des mecs faire des trucs incroyables à manger. Toi t'es sur ton canapé avec un McDo, c'est comme regarder un film avec Monica Bellucci avec ta grand-mère à côté. C'est dégueulasse. Non, mais... Thierry, notre 5e invité, contrairement à Amanda Lear, il a toujours assumé sa moustache. C'est monsieur Roland Magdan. Ah ouais. Roland Magdan, près de 50 ans de carrière, il y a son spectacle qui va être, quoi, 4 40. 40 Ah, j'ai 45 au fond. Mais normalement, c'est 40 ans de one-man show. Avant, il y a eu la partie de l'iceberg. Bon, Roland Magdan qui va pas commencer à nous casser les couilles. Il y a un moment, ça... Il y a un moment... Ah, merde. Non, et attends, j'ai retrouvé une photo sur Internet qui est extraordinaire de Roland, parce que Roland Magdan a eu une vraie carrière américaine. Ouais, et ça, voilà, on le dit peut-être pas assez. Alors regardez, j'ai trouvé une photo, bim, clac. Est-ce que vous avez... Ah ouais. Regardez, le trombinoscope incroyable. Regardez, il y a Jay Leno. Jay Leno qui a animé pendant plus de 12 ans, vous savez, le Tonight Show avant Jimmy Fallon. J'ai même fait ça pendant... La première partie, vous avez fait de Jay Leno? Jay Leno, oui. Regardez, il y a Bill... attendez, comment clac il s'appelle? Lui, ah ouais, Bill Terrell, extraordinaire. C'est le sosie d'Elysée Moon. On a Cyril Hanouna qui est juste là, voilà, avec une chapka. Non mais... Jerry Seinfeld, l'un des plus grands humoristes au monde. Et dessus, on a aussi Roland Magdan qui est juste là. On peut l'applaudir. Mais c'est dément. C'est extraordinaire. Et en 2014, Roland, il a participé à la tournée Les Éternels du Rire. Voilà, c'est comme Ashton, sauf qu'au lieu du Gaufret, c'est Popek. Putain, les boules, tu commences avec Seinfeld, tu finis avec Popek, quand même. Tu pourrais être à Los Angeles avec des putes. Et là, t'es à Montélimar en Ouibus. Franchement, c'est dégueulasse. En tout cas, et tout à l'heure, vous allez recevoir Jeff Panaclock. C'est le ventriloque le plus doué de sa génération. En même temps, c'est facile, c'était le seul. Et le nouveau spectacle s'appelle Jeff Panaclock contre-attaque. C'est comme Star Wars, l'Empire contre-attaque, sauf que évidemment, c'est moins dangereux de mettre la main dans Jean-Marc que dans Chewbacca. Thierry, bonne émission. Merci, c'était comme là. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur l'appli MyCanal. Voilà. Et maintenant, on passe à noter au top de la semaine. Philippe
Philippe Etchebest et Jean-François Piège, bonsoir. Nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau ce soir 2 grands chefs, 2 top chefs. La cuisine est sans doute le dernier secteur où la France est encore compétitive dans le monde, avec le retard des trains. Et si aujourd'hui la France a encore sa place au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est grâce à des gens comme vous. On vous applaudit, bravo. Alors vous êtes ici ce soir pour la saison 9 de Top Chef où vous interprétez Good Cop, Bad Cop. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ça commence mercredi 31 janvier. Très, très beau casting. Il y a vous deux d'abord. Il y a Hélène Darros, il y a Michel Saran, il y a Marc Vera, il y a Yannick Aleno, il y a Joël Robuchon, il y a Cédric Grolet, mon chouchou. Il est génial. Il est absolument génial, hein, Cédric, vraiment. Hein, c'est le chef pâtissier de l'hôtel Meurice qui fait des gâteaux absolument incroyables. Donc un très beau casting. Ici la voix. Oui. Thierry, vous avez déjà table ouverte au Meurice. C'est pas la peine d'en faire des caisses sur Cédric Grolet. Je paye au Meurice. Rassure-toi, je paye. Tu crois que Ducasse, il va me faire crédit? Non, c'est pas le genre de la maison. Tu connais personne, les Allemands ne payaient pas à l'époque. Ouais, oui. Alors, les candidats sont jugés également par un panel composé des 100 meilleurs ouvriers de France. Hein. Bah, disons qu'on... Non, Jean-François d'abord. Tu vois, t'as rien à dire. Ah ouais. Non, mais c'est comme ça. Vas-y, Jean-François. Non, mais il veut s'amuser. On va s'amuser. Ouais, tu connais. On va s'amuser. Il va s'en prendre un. Moi, je pense qu'avant. D'abord le croque-mort, après le rugbyman. T'as vu, il se rattrape. Il est malin. Il est malin. Il sait que... Il y a 2 nouvelles épreuves qui sont signées pièges. Donc, il y a créer un plat sans aucune matière grasse. Mais comment Absolument. ça, pas de goût? Comment on fait? Ah, si. Ah bon? Si, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu parce que j'ai fait un régime. Ah ouais, Donc... ah bah oui. Ah, c'est inspiré de votre régime. Ouais. Ben, c'est inspiré de la vie, Top Chef. C'est ce qu'on vit quotidiennement et c'est ce qu'on vit dans nos restaurants. Incroyable, et en fait, je leur ai demandé, faites-moi un plat sans gras. Ils ont fait des trucs de dingue. Ah ouais? Ouais. C'est fou, vous avez bien perdu, hein? Ouais, pas mal. Vous avez perdu combien? Allez, 30. Ah ouais. Mais il en reste encore. Mais, en fait, j'ai connu Jean-François quand je faisais mon émission 93 Faubourg Saint-Honoré. Et il faisait un truc qui s'appelait les chromeski. Oh, c'était bon. Ça. Donc, c'était des boules à l'intérieur desquelles il y avait du foie gras liquide. Tous les connards qui venaient chez moi. Ils s'étaient pas prévenus, en fait. Ils n'étaient pas prévenus, donc ils bouffaient le truc, ils s'en mettaient partout. Et après, oh, je suis désolé. Ouais. Non, ça, c'était bien. On regarde. Alors, c'est Jean-François Piège, donc, du Crillon. Salut. Monsieur, ça, c'est Christophe. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Place du Crillon. Ça, c'est chromeski de brandade de morue. Oh putain, que c'est bon. T'as vu? C'est un tordu, lui. Hein. T'as vu? C'est bon, ça. C'est liquide à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Bah oui, j'en ai envie. Tu vas voir. Je suis gourmand. Tu vas voir. Ah, c'est génial. Ouais, c'est l'un ou l'autre? Non, c'est les deux. Oh non! Oh non! Mais prévenez quand vous faites des conneries pareilles. Oh non! Mets ça dans ta bouche. Échec. Entièrement. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit sur ce ton-là, mais bon. C'est exceptionnel. Tu le mets, ça va fondre tout de suite. Ah, c'est délicat. Elle n'a pas confiance. 1, 2, 3. Ouais, franchement, ça fond, quoi. C'est bon. Pour que ça fonde. Non. C'est bon. Comme le Prozac. Comme le Prozac. Il a créé un plat sans matière grasse. Donc, et il y a une autre épreuve, c'est le show culinaire. Alors, c'est vrai qu'en fait, les plats, d'habitude, ils arrivent tout dressés. Et là, ils sont obligés de les dresser devant vous, quoi. Donc, c'est quand même difficile. C'est vrai que c'était assez intriguant parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient vivre. Et on s'est bien marré pour cette épreuve parce qu'en fait, ils étaient stressés, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Bon, faudra la voir. Franchement, c'est à voir. Le gagnant peut remporter 100 000 €, hein, mais c'est en fonction des pourcentages. Ouais. Si tu as 55%, tu gagnes 55 000 €. Si tu as 65%, combien tu gagnes? J'ai envie de dire 65 000 €. Mais... Ah, bien, Laurent. Il n'est pas si con ça. Bravo, Laurent. Il n'est pas si con. On regarde à quoi ça ressemble. Top Chef revient. Des chefs en parfaite harmonie. Réunis une nouvelle fois pour un moment inoubliable. Un appel pour Madame Darros et messieurs Etchebest et Saran. Hello les amis.
ça va, je venais aux nouvelles. Tout va bien. On déjeune, tranquille. On se retrouve bientôt pour la nouvelle saison. Le combat des chefs va reprendre. Top Chef revient. Cette année, le combat des chefs promet d'être encore plus exceptionnel, plus intense, plus exigeant, plus palpitant que jamais. Top Chef, nouvelle saison, mercredi 31 janvier sur M6. Bravo. La bande-annonce, c'est top. Hein. Bien. Vraiment, c'est parfait. Hein. Ils sont bons chez M6 pour les bandes-annonces. Hein, ouais. Alors, vous êtes tous les deux grands chefs. Et comme tous les grands chefs, vous avez des plats signature. Donc, vous, Philippe, c'est le foie gras poêlé. Ah ouais, oui, c'est celui-là. C'est celui-là, non? Ah ouais, c'est celui-là. Non, mettez la bonne photo. Ouais. Et vous, Jean-François, c'est le blanc mangé. Aussi. C'est bien. Pas mal. Pareil. Ah ouais. Il y a un truc quand même, c'est que depuis la mode des émissions de télé où des chefs analysent les plats des candidats, il y a un nouveau langage qui se fait entendre. Les gens parlent de texture. Nous, on parlait jamais de texture. Ils parlent de croquant, de belle maîtrise, avec un dressage audacieux. Vous pensez pas qu'on est allé trop loin quand même là dans le... Non. C'est des analyses qui sont faites par rapport au travail qu'il y a. Après, on s'adresse à des professionnels. Ouais. La purée revisitée. On revisite tout de toute façon. Hein, ouais. Ouais. Aujourd'hui, les gens ne vont plus au restaurant, ils vont chercher une expérience culinaire. C'est vrai ou pas? Ils ne payent plus l'addition, ils cassent leur PEL. Excellent. Alors les gens maintenant, au lieu de manger leur plat, ils le prennent en photo pour le mettre sur Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus du tout. Et vous, ça vous énerve, ça? Parce qu'il y a beaucoup de chefs que ça énerve. Non, tu rigoles. Non, c'est génial. Moi, je trouve... Non, parce que ça rend pas... En fait, quand les mecs ils prennent des photos, non, Philippe, ça rend jamais... Comme le visuel que tu as sur la photo, attends, tu peux faire un très beau plat et tu vois bien que parfois la photo ça rend rien, c'est moche. Mais l'important, c'est mal pris. La photo d'un plat, il y a une vraie technique pour. Oui, c'est ça. Dans les restaurants maintenant, on fait attention à la lumière parce que si la photo est mal prise, oui. On s'en fout. C'est le restaurant, c'est un moment de partage. Tu partages ce que tu as vécu dans un restaurant, c'est que tu l'as aimé. Et si t'as pas bien fait ton boulot, tu te fais défoncer. C'est une façon aujourd'hui. Ah, c'est autre chose, ça. Ouais. Ça, c'est la ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Autre chose, oui. Non. Alors, ce qui est dingue avec les grands chefs, en fait, c'est que vous êtes des stars énormes maintenant en France. Et en fait, la majorité de vos fans n'ont jamais goûté vos plats. C'est-à-dire, un acteur, on voit ses films, un chanteur, on écoute ses disques, mais vous, les gens, ils vous trouvent formidable, mais ils ont pas le pognon, ils n'ont pas l'occasion d'aller bouffer chez vous. C'est pas vrai. Moi, j'ai 3 restaurants à Paris. Ouais. Au grill, le premier prix de la viande qui est servi, c'est 20 €, c'est un steak frites. Donc, en fait, qu'on vienne au gastro pour manger du caviar, mais il n'y a pas que ça. Okay. Le gastro, c'est le grand restaurant. C'est le grand restaurant. C'est ce que tu chopes après avoir bouffé. Mais bon. Mais en fait... Ouais, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ces restaurants. Non, évidemment. Tu me diras, c'est comme une star du porno. On peut l'aimer sans avoir couché avec elle en même temps. Et très souvent, les stars de porno sont de très bons sauciers. Alors, c'est vrai qu'à une époque, quand même, cuisinier, c'était un peu la voie honteuse pour ceux qui avaient été mauvais à l'école. C'était ça, on dit tu seras cuisinier. Moi, je l'ai entendu. Hein. Ouais, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras cuisinier comme Jean-François. Voilà. C'est bon, je l'ai entendu. Sauf que tu as vu un peu... C'est vrai que maintenant, cuisinier, ça fait plus rêver que chanteur, par exemple. Les gens, ils veulent être cuisiniers. Les gosses, par exemple, aujourd'hui, ils refusent les coquillettes jambon. Ils veulent un plat avec une histoire, avec une émotion, avec de la texture, du craquant. Avec Jean-François, on notait les jeunes d'Objectif Top Chef et j'avais fait un plat à reproduire. Et puis, donc le candidat amène son plat, tout ça, et Jean-François il dit mais t'as pas compris l'histoire que voulait raconter Philippe dans son plat. Il dit il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu comprennes ce truc. Alors je regarde, je fais dis-moi quelle histoire j'ai voulu raconter. Parce que je sais pas du tout, j'ai voulu juste faire un plat moi. C'est ça. Spécial dédicace pour Jean-François Piège. Vladimir Cosma, le concert gastronomique, la musique du film, l'aile ou la cuisse. Et le grand restaurant, c'est le nom de notre restaurant.
C'est bien. J'adore. Alors, les amis, vous ne serez pas étonnés que je vous fasse une interview junk food. Quand vous êtes obligé d'aller dans un fast-food, est-ce que vous choisissez plutôt McDo, Burger King ou KFC? Je choisis la porte d'à côté. D'accord. Alors, Vous déjà, avez on est- connu votre femme dans un McDo? Je ne l'ai pas connu dans un McDo, c'est pas ça, mais j'ai raconté qu'effectivement, notre premier rendez-vous, il a été dans un McDo. C'est Ouais. vrai. Voilà. Et son fils s'appelle Bacon. C'est une histoire. Ça raconte une histoire, en fait. Vous êtes plutôt frites ou potatoes? Frites. Frites. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le cadeau dans le menu en France. Ouais, mais j'arrive pas à les monter. Ça me fait chier, j'ai réussi à en monter aucun. Alors, des amis viennent prendre l'apéro. Vous sortez plutôt le pâté en croûte ou la mousse de canard au Porto? Deux trucs que t'as dans le slip. Vas-y, choisis. Vas-y, parle en premier. Jean-François, non, c'est On va toi. pas t'écouter, évidemment. C'est toi que Ouais. ça fait chier, donc. Pâté en croûte. Vous êtes dans votre canapé devant un match de foot. Il reste une part de pizza de la veille. Vous la réchauffez au micro-ondes ou bien vous la mangez froide? J'ai jamais de reste. Vous mangez des kebabs, des fois? J'adore. Il y en a un à Paris qui est ça, dingue. ça, c'est une nouvelle, tiens. Il y en a un qui est dingue qui s'appelle Grillé. Vous faites des pâtes au ketchup parfois? Ah, j'avoue, oui. Ah J'avoue. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ouais, j'avoue. Parce que quand j'étais gamin, j'aimais pas tellement les pâtes. Et c'est le ketchup qui m'a appris à les aimer. Oui, oui. Il facture ça 219 €. Et qu'à toi. Hein. D'ailleurs, tu t'as pas fini de payer la dernière fois. Non, t'es parti avant. J'ai pas fini de manger non plus. Ouais. T'es parti avant. Tu sais que c'est pas. Philippe Elanfoti-Collet, hein, c'est à toi, là. Je suis venu ici rien que pour ça. Oui, je sais. Et je veux montrer comment j'ai fait des progrès depuis l'année dernière. Vas-y, Philippe, vas-y, Ouais, attention, les gars. Il arrive. Ah ouais. Il n'y a rien à dire, tu as été exceptionnel. Jean-François, maintenant.
Merci. Tu l'as monté ton groupe, les œufs en neige, là, ça marche? Ça marche super bien. On passe maintenant au dossier de la semaine. Et c'est l'enseignante et essayiste Barbara Lefebvre que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Dossier de ce soir, éducation, la France, dernière de la classe. Ceux qui prétendent que le niveau des élèves est en baisse se trompent. En réalité, leur niveau est en chute libre. Dans son livre Génération J'ai le droit, Barbara Lefebvre cite des chiffres alarmants. En 87, on a fait passer une dictée à 4000 enfants de CM2 et la note moyenne était de 10 sur 20. En 2015, on a refait exactement la même dictée, toujours avec des CM2. Résultat, la moyenne était de 3 sur 20. De nos jours, 20% des élèves ne savent pas lire lorsqu'ils entrent en 6e. Autant dire que leur scolarité est largement compromise, ainsi que leur vie professionnelle. Il n'est donc pas étonnant que la priorité du nouveau ministre de l'Éducation soit de réformer l'école primaire. Le grand objectif, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui à la fin de l'école primaire. Pour ce qui est d'apprendre à lire, à écrire et à compter, Blanquer souhaite le retour aux méthodes classiques. Retour du b.a.-ba pour apprendre à lire, retour de la grammaire traditionnelle, il a même recommandé d'apprendre par cœur les fables de La Fontaine. En revanche, pour ce qui est d'apprendre le respect d'autrui, Blanquer n'a pas révélé sa méthode. Je me fais embêter au collège. Et même si je sais que je suis pas la seule, j'ai souvent l'impression d'être le souffre-douleur. Sale casseuse. Selon Barbara Lefebvre, c'est pourtant le problème principal de l'école. Elle estime en effet que la nouvelle génération bafoue systématiquement les règles de la vie en commun. Cette obligation à subir la contrainte sociale, à vivre avec les autres, à être dans ce qu'on appelle le commun, ça pose problème à un certain nombre d'élèves aujourd'hui, mais de façon assez générale, on observe cette identité du moi qui s'impose aux autres. De fait, l'étude PISA 2015 confirme son diagnostic. Sur les 72 pays évalués, la France se classe 71e pour ce qui est de la discipline en classe au collège et au lycée. Selon les témoignages des élèves, les bavardages en cours sont fréquents, les professeurs ont du mal à ramener le calme et ça empêche tout le monde de se concentrer. Réclamer le retour de la discipline à l'école, ce n'est pas forcément un truc de réac hyper à droite. En effet, selon l'étude PISA, ce sont les élèves des milieux défavorisés qui sont le plus pénalisés par le manque de discipline en classe. Mais comment convaincre la génération J'ai le droit qu'il faut savoir se taire et écouter pour apprendre? Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grapp. Barbara Lefebvre, bonsoir. Vous êtes enseignante, essayiste, et vous publiez chez Albin Michel Génération J'ai le droit. Bienvenue parmi nous. Alors, pourquoi en matière d'éducation, la France est-elle la dernière de la classe? D'abord, il y a le pédagogisme. Alors, le pédagogisme, c'est une approche éducative qui agit uniquement pour l'épanouissement de l'enfant en oubliant les méthodes classiques qui permettent d'acquérir les savoirs fondamentaux. C'est ça, le pédagogisme. Oui, c'est une idéologie qui travaille l'éducation nationale depuis une trentaine d'années maintenant. Et effectivement, bon, la question de l'autorité, puisque c'est ce que vous évoquiez dans le sujet, ça fait 40 ans qu'on nous explique que l'autorité, c'est la domination. Donc, pourquoi est-ce qu'on respecterait l'autorité? Puisque finalement, c'est pour dominer l'individu. Ouais. Et puis, obéir, c'est s'aliéner. Alors, c'est normal de désobéir, c'est même un droit de l'individu. Donc la génération J'ai le droit, c'est légitime de contester l'autorité et de refuser d'obéir, en particulier au maître. Voilà. Alors pour la génération J'ai le droit, en fait, le jeu passe avant l'intérêt général, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le triomphe du moi, c'est le triomphe de l'individualisme, mais c'est quelque chose qui ne concerne pas que la génération d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le sous-titre du livre, c'est la faillite de notre éducation. On est tous responsables ici, d'abord en tant que parents nous-mêmes, et en tant qu'enseignants. Je veux dire, moi, je me mets aussi en question lorsque j'entre dans ma classe. Et je considère qu'effectivement, la discipline, c'est un élément fondamental pour permettre justement à tous les élèves de travailler, et en particulier quand j'enseignais en ZEP, je pensais que c'était vraiment là qu'il fallait qu'il y ait de la discipline. Alors, ce qui veut dire, vous êtes prof d'histoire géo, c'est ça? Ah bah oui, moi j'ai jamais quitté le terrain de l'école, j'ai juste fait une petite parenthèse pendant 3 ans, mais sinon moi je suis toujours prof de terrain, contrairement à ceux qui parlent parfois de l'école mais qui n'y ont pas mis les pieds depuis longtemps. Alors, dès la 6e, en fait, les élèves se lèvent en plein cours, ils interrompent le prof, ils tutoient le prof, enfin, c'est la tyrannie de l'égoïsme quotidien, c'est ça que vous dites? Oui, mais en même temps, c'est un petit peu ce qu'on les a autorisés à faire dès le primaire. C'est ça, la question, c'est la question éducative de façon plus générale. Effectivement, se libérer de ses obligations à l'école, ça paraît légitime à certains enfants parce que des petits, on ne les a pas cadrés. Donc le problème, c'est le problème, encore une fois, des adultes
qui n'ont pas forcément assumé à un moment donné leur responsabilité, et encore une fois, leur responsabilité d'autorité, non pas une responsabilité de domination. Philippe Ce que vous dites, ça remonte effectivement au-delà des classes primaires ou de la maternelle. C'est déjà dans le foyer. Enfin, c'est l'éducation que font les parents à leurs enfants. C'est essentiel. Parce qu'après, les professeurs, ils font quoi? Ils font que rattraper, ou ils essaient de rattraper ce que les enfants, ce qu'on dit à leurs enfants. Ils ne peuvent pas rattraper. Dès le départ, on ne peut pas le rattraper. Moi, je le vis. On a un bébé de 2 ans et demi. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas, éduquer des enfants. C'est pas facile. Donc effectivement, il faut que ça parte de là. Vous avez raison, l'éducation, c'est quelque chose qui incombe aux parents. Oui. Nous, l'école, on est censé être dans l'instruction, c'est-à-dire qu'on est dans la transmission de savoir. Mais comme maintenant, on a mis Est-ce que c'est justement... pas ça qu'on a voulu transférer à l'école? Voilà, c'est ça. On a mis l'enfant au centre du système. On nous dit que c'est l'élève qu'on a mis au centre du système. Mais non, c'est l'enfant roi. Mais moi, j'ai fini par découvrir Naouri, c'est-à-dire le mec dit, quand les enfants sont petits, soyez durs avec eux, ça vous fait mal, c'est plus facile de tout leur passer. Mais quand ils vont être grands, vous serez content d'avoir été un peu sérieux avec eux, parce que ça va être des adultes équilibrés. Mais si, quand ils sont petits, vous cédez à leurs 4 volontés, ça va faire des enfants capricieux et ingérables, Oriane. Nedra, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est surtout, je me dis que c'est vrai que, en fait, le cadre dans lequel les enfants sont censés évoluer, en fait, leur permettent d'acquérir leur liberté après. Exactement. C'est exactement ça. Et justement, pour être libre, il faut se confronter au cadre. Et sinon, la liberté, on ne sait pas qu'en faire. Exactement. Et surtout, on ne sait pas la trouver, on ne sait pas trouver. Alors, regarde, vous avez été élevé comment, vous? Un peu comme ça ou... Alors, il y a une différence entre les limites et l'interdiction. Et ma mère m'a fait énormément confiance. Et justement, j'ai pas eu envie d'être en révolte et j'ai eu envie de lui faire plaisir parce qu'elle avait cette confiance en moi. Alors, le pédagogisme, donc on a vu ce que c'était. Puis l'autre chose, c'est l'illettrisme. Il y a une étude du ministère de l'Éducation nationale qui montre que 10% des jeunes de 16 à 25 ans ont de très faibles capacités en lecture. Les gosses qui arrivent en 6e ignorent la grammaire et les conjugaisons en général. Oui, c'est un vrai problème. Mais ce problème-là, encore une fois, il trouve ses racines dans les méthodes pédagogiques. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à accabler les enseignants ou à accabler les programmes. Mais ce qui compte surtout, c'est cette idéologie depuis 30 ans qui s'est imposée dans la formation des maîtres notamment et qui a imposé un certain nombre de méthodes dont on voit la totale inefficacité. Ça fait quand même une dizaine d'années que toutes les enquêtes montrent que le taux d'acculturation et de difficulté de lecture des élèves progresse. Eh bien, qu'ont fait ces experts en sciences de l'éducation? Ils nous ont expliqué qu'il y avait des pathologies nouvelles chez les élèves, on appelle ça les troubles des apprentissages, et qu'en fait, en réalité, apparemment, il faut pathologiser les élèves, puis il faut surtout pas remettre en question les méthodes pédagogiques qui ont fait la preuve de leur totale incompétence et surtout même de leur quasi-dangerosité. Et puis, il faut surtout pas revenir à des méthodes qui ont fait leurs preuves. Et je suis contente de voir que M. Blanquer a décidé de prendre le taureau par les cornes. Oui. Et, Alors, j'imagine que l'écriture inclusive vous fait hurler. J'adore. Oui. Oui, j'adore. Chacun, chacune, oui. Ça fait partie justement de toute cette idéologie de déconstruction des savoirs et surtout en fait finalement de déconstruction de notre culture classique. Moi, je rêve pas de l'école d'avant, je rêve juste d'élèves qui savent lire, écrire, compter. Et je sais qu'en sortant du collège, en sortant du lycée, ils pourront, s'ils le souhaitent, ouvrir un roman de Camus et puis ça va changer leur vie. Pour le moment, c'est pas le cas. Ici la voix. Thierry, t'arrêtes de te mêler des affaires d'adultes, tu vas ranger ta chambre et au lit. Oui. Alors, autre problème, donc l'enseignement de l'histoire. Là, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on privilégie l'homme préhistorique Toumaï par rapport à la démocratie athénienne. Oui, c'est dans les nouveaux programmes. C'est-à-dire que la préhistoire est revenue effectivement dans les programmes alors qu'elle l'avait quitté il y a quelques décennies. Et en fait, on a réintroduit la préhistoire pour nous expliquer en fait l'histoire sous l'angle des migrations. Puisqu'en fait, finalement, la préhistoire, c'est le moment des premières migrations qui viennent d'Afrique, effectivement. Homo sapiens vient d'Afrique, la découverte de l'agriculture, Moyen-Orient, etc. Donc en fait, on réintroduit la préhistoire, mais sous un angle très idéologique, pour l'insérer dans la question des flux migratoires. Et du coup, pour enseigner la préhistoire, il faut faire de la place dans les programmes. Donc on a dégagé les savants grecs. D'ailleurs, vous savez, la Révolution américaine, elle a dégagé, les révolutions anglaises aussi. Donc voilà. Le règne de Louis XIV, par exemple. Non, ça tient même pas en un quart d'heure aujourd'hui. Au départ, qui est responsable de ces errances?
c'est les courants 68 arts qui étaient qui étaient dans la déconstruction, déconstruction de l'histoire nationale. C'est-à-dire c'est des gens qui voulaient déconstruire la culture classique, la culture de leurs parents. Et ça a marché. Oui, parce que pour ils eux, l'ont déconstruite. Oui, parce que c'était l'histoire des collabos, des esclavagistes, des coloniaux. Donc il fallait détruire tout ça et puis recréer une espèce d'histoire qui finalement est une histoire de la contrition et surtout de l'autoflagellation. Moi, je ne comprends pas comment on peut avoir envie d'aimer l'histoire de France quand on voit comment elle est enseignée aujourd'hui. Alors, en 4e, on commence par un long chapitre consacré à la traite négrière occidentale. Alors là, c'est plus grave parce que vous dites qu'on met les gosses tout de suite dans la concurrence mémorielle. C'est-à-dire, ma souffrance en tant que noir est plus grave que la tienne en tant que juif ou que la tienne en tant que palestinien, par exemple. Voilà, donc on est dans la concurrence mémorielle, là. Oui, on est toujours dans cette idée d'idéologie et de déconstruction. Et finalement, on centre l'attention de l'élève sur un certain nombre de problématiques historiques qui sont des problématiques importantes, mais sur lesquelles, à mon avis, on insiste un petit peu trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met la loupe sur des faits historiques qui doivent être regardés aussi dans une longue durée chronologique et qui doivent être aussi nettement recontextualisés. Et notamment la question des traites négrières, ce qui serait très intéressant, c'est de la regarder dans la très longue durée. Et notamment, dans la question des traites négrières, il y a aussi la traite arabe. Et cette traite arabe-là, qui a duré... initiale, en fait. Oui, puis qui a duré de nombreux siècles et qui a fait près de 17 millions de déportés africains dans le monde arabo-musulman, on n'en parle pas du tout dans les programmes scolaires. Non. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, ce qui est grave là-dedans, c'est que ce déficit d'enseignement de l'histoire amène le complotisme. Il y a un sondage qui est sorti, je crois, il y a une semaine. 38% des jeunes Français pensent que les djihadistes sont manipulés par les services secrets occidentaux. C'est-à-dire que c'est quand même dingue, quoi, de penser des conneries pareilles. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de base historique réelle, en fait. Il y a même des connards qui pensent que l'homme a marché sur la Lune. Toi. Oui. Effectivement, oui, mais tout ça, la base, c'est la culturation. Bah oui, quand on n'a pas de culture. Les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, ont accentué cet individualisme et le fait, effectivement, d'être tout le temps dans une remise en question permanente des savoirs. Et en fait, c'est ça aujourd'hui. C'est dire que l'école, c'est le lieu du savoir, c'est pas le lieu de la croyance. Si vous voulez croire que la Terre est plate, grand bien vous fasse. Mais nous, on peut vous prouver que la Terre est ronde. C'est ça, l'école. Alors, tout ça est aggravé, dites-vous, dans votre livre, par le clientélisme de l'administration, c'est-à-dire qu'il y a des profs et surtout des directeurs d'école qui achètent la paix sociale auprès des petits caïds. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les hommes politiques, finalement, qui pactisent avec le salafisme pour pas avoir d'emmerde dans leur circonscription. On pactise toujours avec une petite minorité tyrannique. Ouais. La majorité silencieuse, qui elle est là pour travailler, qui veut être tranquille, en particulier dans ces quartiers populaires où pour certaines familles, l'école, c'est la seule voie d'élévation sociale il y a beaucoup de parents qui sont venus en France pour donner justement à leurs enfants une bonne éducation et qui sont désolés. Moi, j'ai eu tellement de familles qui me disaient mais comment c'est possible qu'à l'école, on n'arrive pas ici à être tranquille. Nous, on a quitté notre pays pour pas justement subir ce qu'on retrouve maintenant aujourd'hui dans la cité. Aidez-nous à pas subir cette tyrannie-là. Et je crois qu'effectivement, quand les chefs d'établissement, pour avoir la paix, deal la paix sociale avec la dizaine, quinzaine de caïds du collège, vous avez la paix peut-être, mais en réalité, vous condamnez la majorité qui, elle, ne peut pas vivre tranquillement et subit cette pression sociale dans le collège, mais à l'extérieur du collège. Et c'est là que c'est encore plus grave. Barbara, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on passe maintenant à notre « T'étais où de la semaine ?» Roland McDan, rebonsoir. Alors vous êtes ici ce soir, Roland, parce que vous fêtez votre 40 ans de carrière avec un spectacle reprenant vos meilleurs sketchs, mais aussi pour un prime time sur C8 le 27 janvier, juste après Salut Terrien. La dernière fois que C8 a diffusé un prime time de vous, c'était un carton intégral. Donc on les connaît sur C8. Quand ça marche, ils le refont. 40 ans de carrière, vous avez commencé sous Giscard et vous êtes toujours là sous Macron. Bravo. Vous avez déclaré « Je ne sais toujours pas ce que c'est de faire rire ». On va quand même vérifier un truc, parce que c'est votre gros truc, ça. Je sais que ça vous énerve, mais l'un, c'est comment? Et voilà. Et voilà. C'est là, c'est son gimmick.
C'est le truc qui vous a rendu célèbre. Et tout à fait. Là, on regarde. Là. Buvez, éliminez. Là. Des couches-culottes cracognottes, des couches-culottes très rigolotes. Avec Lala Cracouniel, les cheveux bougent et reviennent bien en place. C'est bon, mais ça emporte la gueule. Moi, le fromage, je l'aime quand il est bien crémeux. Oui. Le ton, c'est... Oui. Ça a fait notre joie, hein. Ici la voix. Oui. Thierry, bonne nouvelle, l'émission vient de faire un bond en avant sur la catégorie des plus de 75 ans. Tant mieux. Il n'y a plus qu'eux qui regardent la télé, de toute façon. Alors, ça vous agace quand on vous parle de Lin-Lin? Non, mais comme quoi on peut partir de loin. Ouais. Mais alors, il paraît que vous avez refusé une publicité pour Orangina, bien payée, parce qu'ils vous demandaient de faire Lin-Lin. Je vous jure, c'est la vérité. Je voulais tellement me détacher de ça. Ah ouais. Mais c'était pas con leur idée de prendre 2 bouteilles d'Orangina et faire les secouer en faisant ça. C'est pas idiot. Mais j'en pouvais plus, quoi. Donc. Alors, dans les gimmicks, il y a aussi la moustache. Vous l'avez rasée une seule fois, vous aviez 32 ans. C'était pour un casting pour remplacer Julien Clerc dans la comédie musicale R. La productrice a dit non, je vous déconseille de raser votre moustache. Et vous l'avez gardée. Elle a dit pareil à Hitler. Hein, donc. Oui. Et alors, Roland McDan, il y a les punchlines. Alors, j'ai noté un certain nombre de punchlines de vous. Si les genoux se pliaient dans l'autre sens, à quoi ressembleraient les chaises? On dit que la drogue multiplie les capacités par 10. Qu'est-ce qui se passe quand on est con au départ? Oui, c'est vrai, on peut se demander. Est-ce qu'une poule constipée pond des œufs durs? Non. On dit qu'un Français qui roule en Mercedes, c'est un luxe. Un Allemand qui roule en Renault, c'est la nostalgie. Si je demande à un taxi de me ramener chez moi en marche arrière, quand on arrive chez moi, est-ce que c'est lui qui me doit de l'argent? Une femme qui se fait avorter, on dit qu'elle commet un meurtre. Un homme qui se masturbe, c'est quoi? Un génocide? Roland McDan, mesdames, messieurs. On regarde. C'est normal que les hommes et les femmes s'engueulent. C'est normal, c'est aussi parce qu'on n'est pas fait pareil. On réfléchit pas de la même manière. On est décalés. Les hommes et les femmes, on est décalés. Avec ma femme, on est tellement décalés, je te jure, des fois, je sais même plus si ça s'appelle encore du décalage. L'autre jour, je lui dis, notre voisin de palier est mort. Elle me dit, qu'est-ce qu'il avait? J'ai un 5 pièces comme nous. On est décalés, tu sais. Hier, je demande à mon voisin s'il avait passé de bonnes vacances. Le mec, il me dit, j'ai passé le mois d'août dans le coma. J'ai dit, j'espère que j'ai eu beau temps. Avec ma femme, en tout cas, on est très décalés. Ce matin, elle me dit, à Los Angeles, il y a un mec qui se fait écraser par une bagnole toutes les heures. Oh, j'ai dit, putain, le pauvre mec. Alors, Roland McDan, les plus grands sketchs en tournée dans toute la France et sur C8 en prime le 27 janvier. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à la légende de Roland McDan. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Alors, on commence avec votre vrai nom. En fait, c'est Roland McDansky, parce que comme la cirrhose du foie et le chômage dans le bâtiment, vous êtes d'origine polonaise. Eh oui. Votre père était mineur dans le Nord. Exactement. J'ai toujours sa lampe de mineur sur mon bureau et je me dis que quand je la regarde, qu'on fait... Ouais. Moi, je fais un beau métier, quoi. Votre père s'en va à Grenoble, il devient ingénieur, où vous naissez le 3 juillet 1949, ce qui nous fait le même âge, mon cher Roland. Bien, À l'adolescence, vous êtes d'abord tenté par des études de médecine, avant de devenir chanteur des rues, brocanteur, vendeur de pantalons. Alors, c'est plus difficile de vendre une vanne sur scène ou un pantalon dans une boutique? Ah, plus difficile de vendre un pantalon dans une boutique. Ah ouais. C'est dur. Oui, je remercie les gens qui m'ont fait travailler à cette époque, parce que Ouais. c'est vrai que j'ai tout fait, quoi. Chauffeur du mime Marceau, moi j'ai Justement, fait tout vous étiez chauffeur du mime Marceau, alors... Il l'emmenait n'importe où, l'autre, il parlait pas. J'adore Laurent. J'adore Laurent parce que la vanne, ça devait être chiant pour savoir à quelle adresse l'emmener. Donc voilà, Laurent Baffy. À vous le griller. Alors, vous rejoignez la compagnie de Michel Fugain à ce moment-là, mais c'est sur scène que vous triomphez
avec votre premier one-man show, La Cour des Miracles. Vous êtes le premier à faire du stand-up en France. Ben oui, parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment la mode, le one-man show. Ensuite, ce sera la télévision avec le Colaro Show. Beaucoup de succès. Vous avez fait le générique du Colaro Show. Et là, c'est le drame. C'est ça? C'est pas ça? Ça ressemble au Big Cheese, hein. Le drame. Vous frôlez la mort dans un accident de la route, au volant de votre Ferrari, qui finit encastré sous un camion. C'est vrai. Là, vous réalisez que la vie est trop courte et que les Ferrari sont trop rapides. Hein. Oui, j'ai surtout pensé, vous savez, on dit toujours, on voit sa vie. Moi, j'ai pas revu ma vie, je me suis dit, putain, j'ai rien fait de ma vie. Ouais. Alors que j'avais déjà fait beaucoup de choses, mais donc, quand je me suis réveillé, j'ai fait là, maintenant, je vais faire tout ce que j'ai envie. Et puis, j'ai décidé de plus mettre de barrière à rien. C'est un peu dommage parce que vous auriez pu être le James Dean français. Finalement. Oui, dommage. Je suis pas sûr. Et là, vous vous demandez ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait. Et vous vous dites, j'aurais aimé aller aux États-Unis. Exactement. Mais quand je me dis ça, je vends 800 000 albums par an. C'est-à-dire que tout le monde me dit, tu es fou, quoi. Ouais. Non, j'ai envie de faire ça, ça y est, foutez-moi la paix, voilà, je vais là-bas. Ouais. Ah, vous partez aux États-Unis. Oui. Quand vous arrivez là-bas, vous passez une audition au Comedy Store à Los Angeles sur le Sunset Boulevard et vous êtes engagé. La première fois que je passe sur scène aux États-Unis, il y a un problème parce que les Américains veulent traverser le ciel français pour aller bombarder Kadhafi. Ouais. Et officiellement, les Français disent non. Ouais. Mais officieusement, les avions sont passés. Mais à l'époque, donc, c'était boycott de tout, des restaurants français. Les frites qui boycottaient les French fries, oui. Voilà. Et moi, j'arrive le soir, le premier soir, hein, bonsoir, je suis français. Là, j'ai droit à rentre chez toi, enfoiré. Je vous passe les détails. J'avais 20 minutes de show, je pars au bout de 5 minutes, parce que je me dis, je vais me prendre une bouteille sur la tronche. Et le lendemain, je me dis, il va falloir que je réagisse. Donc le lendemain, j'arrive avec la phrase qui a sauvé la situation. J'ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je suis français. Ouais. Et après, j'ai enchaîné avec un personnage de français tout à fait arrogant, tel que voyaient les Américains. Parce que c'était plus le charming, c'était vraiment le français arrogant. Donc je suis arrivé avec ça. Et c'est comme ça marchait. Bah, ça a marché. En 1989, vous participez à Star Search sur NBC. Oui. Et vous êtes élu meilleur comique étranger. Oui. Vous êtes sûr, c'était pas meilleur comique étrange? Oui, peut-être pour eux, mais... C'est étranger, non mais c'est dingue. Ben oui, oui. Roland, vous étiez content d'être parti alors? Mais ça donne quoi l'un-l'un en anglais alors? Ah oui, non, mais là, alors là, non, il n'y avait plus de l'un-l'un du tout. Non, il n'y avait plus. Mais de la bonne vanne. Là, vous tournez une série pour CBS. Oui. Pour faire un flic français. Oui. Il s'appelle René, non? Oui, je jouais, alors là, je jouais le Frenchie qui avait une histoire d'amour dans chaque épisode avec une femme différente. Donc à un moment donné, ça fatigue quand même. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi vous êtes revenu en France? Ah, je suis revenu parce que il y a un moment donné où j'ai fait, je ne devrais pas le dire, mais j'ai fait ça pendant 5 ans et on a tourné dans tous les pays du monde. Vraiment. Et j'ai fait une dépression, tout simplement. Un jour. Mon pauvre Roland. Ouais. Oh, non, non, mais il faut savoir que c'est la guerre aux États-Unis hein, quand on fait une série comme ça. C'est-à-dire, j'étais le numéro 3, numéro 1, c'est la guerre. Donc vous revenez en France, et là, alors là, vous faites un album de chansons sérieuses. Oh la vache. Pour renouer avec votre première vocation, parce que je pense qu'en fait, à l'époque de Fugain, vous vouliez être chanteur, vous avez été comique, et là, vous vous dites, bon, maintenant, ça y est, j'ai fait les États-Unis, je reviens en France, je vais faire le chanteur. Toujours ce que j'ai envie de faire, voilà. J'ai envie de faire ça. Voilà. Sauf que vous passez de ça... Oh non, ouais, vous avez les images. À ça. Oh non. Ah ouais. Sauf que sur la première, je vendais beaucoup et que ça, j'en ai pas vendu beaucoup. Un croisement entre Phil Barnet et Magnum, un peu. Hein. Là, il se dit, je vais être vraiment moi-même. Sauf que je lui ai dit que puisque je reviens des États-Unis, tout le monde m'a oublié, je vais faire de la chanson. Sauf que personne m'avait oublié. Tout le monde voulait Voilà. Vous dites, ça fait 30 ans que j'entends que je ne serai pas là dans 2 mois. J'ai toujours été un outsider. Si ça peut faire plaisir aux parents qui ont des enfants qui sont un peu en difficulté.
Moi, allez-y, hein, les mômes, il y a un moment donné, quand on est passionné, on y arrive. Aujourd'hui, finalement, vous vous dites, après tout, j'ai essayé les États-Unis, j'ai essayé la chanson. En fait, je suis un rigolo, quoi. Complètement. Je suis juste un rigolo, quel point d'être rigolo, à qui préfère le rire ou la... Voilà. Juste un fou du roi, et le roi c'est toi. Toi, monsieur dame. Voilà, c'était la fin de SLC. On se retrouve après la pub avec Alex Vizorek. À tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Philippe Etchebest, de Jean-François Piège, de Roland McDan, de Nedra Yadi, d'Oriane Deschamps et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry. On attaque tout de suite avec la politique française. C'est l'événement de la semaine, Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport définitivement enterré. Le gouvernement français a encore fait mieux que la Malaysian Airlines en faisant disparaître non pas un avion, mais tout un aéroport. Et avec l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, c'est officiel, Jean-Marc Ayrault n'aura définitivement rien réussi dans sa vie. Autre décision majeure d'Emmanuel Macron cette semaine, la France va prêter la tapisserie de Bayeux aux Britanniques. Ça fait 1000 ans qu'elle n'avait pas quitté le sol français. Et s'il se rend compte que les Britanniques aiment la tapisserie, il est prêt à leur prêter Édouard Philippe après. S'ils rient, c'est que c'est pas des clients à eux. Passons à droite. Alain Juppé ne payera pas sa cotisation à Les Républicains en 2018, le drame des petites retraites. Alors il aurait surtout déclaré « Tant que Fillon ne rend pas l'argent, je donne pas le mien ». Et c'est cohérent. Alain Juppé se met donc en retraite de son mouvement politique. Il n'est plus à jour de cotisation et il tire dans tous les sens. C'est un peu la Raquel Garrido de la droite. Front National à présent, pour Marine Le Pen, les immigrés importent une culture de non-respect des femmes. Mais oui, les gars, intégrez-vous. Regardez comment on fait nous. Voilà, regardez Dominique Strauss-Kahn, Bertrand Cantat, Denis Baupin. Voilà, eux au moins, ils ont entretenu l'identité nationale de la galanterie à la française. Et ça, c'est bien. Et ça ne vaut pas que pour les femmes, évidemment. Le député Bruno Bilde, proche de Marine Le Pen, accusé de harcèlement sexuel envers de jeunes assistants parlementaires cette fois. Donc au FN, peut-être que plutôt de s'occuper du porc dans les cantines, il ferait mieux de s'occuper des porcs dans leur propre rang. À gauche, le sénateur PS Didier Guillaume va quitter la vie politique et ça soulève tout de même une grande question. Mais qui est Didier Guillaume? Et on ne le saura pas. Société. Le moine qui a été confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès témoigne, et il y a même une photo, on va le découvrir, voilà, on est quand même plus proche de Monsieur Propre. Oui, mais même si en matière de planning familial, Dupont de Ligonnès était lui-même surnommé le Monsieur Propre de la CAF. Oh. Oui, elle est pas mal celle-là. Société toujours. À Nice, un citoyen peut maintenant devenir une caméra de surveillance. C'est-à-dire qu'il y a une application qui permet désormais à 2000 personnes sélectionnées de filmer des incivilités dont ils seraient témoins et puis de les envoyer directement à la police municipale. Alors bon, toute cette histoire de technologie, je sais pas, moi Thierry, est-ce que c'est vraiment un plus? Je sais pas. Honnêtement, tout est une question de volonté et d'éducation. En 40, il n'y avait pas de smartphone. Et pourtant, les Français ont fait un travail remarquable pour soutenir la police de Vichy. C'est-à-dire, quand on veut, on peut. Sans transition, des objets nazis en vente sur Le Bon Coin. Alors, le président du site s'est évidemment tout de suite excusé. Et puis, moi, je trouve ça ridicule de vendre des objets nazis par Internet. Il faut les vendre aux enchères. 2500, 3000, 3500. OK, adjugé. Et évidemment, c'est plus facile.
Sécurité avec cet article surprenant. Alors, ça, j'ai découvert. En 3 mois, 3 agents chargés de garder l'Élysée auraient ouvert le feu par erreur. Alors, par erreur à l'Élysée, alors ça pourrait expliquer pourquoi dans l'entourage du président on a retrouvé quelques trous de balles, mais... les plus raffinés, elles vous font marrer. Ouais. Et quand on lit l'article, en fait, on apprend que les 2 premiers coups ont troué la guérite où il montait la garde, et le 3e homme lui serait tiré une balle dans le pied. Et là, on pense quand même que ça pourrait être François Bayrou. International. Donald Trump l'assure, je ne suis pas raciste. Et il aurait d'ailleurs ajouté, j'occupe moi-même le bureau d'un noir. Et il aurait conclu en disant, j'adore aussi les Portugais, moi-même je rêve de construire un mur. Sexualité à présent, ça va intéresser tout le monde. Alors attention, le site Pornhub a publié des statistiques pour l'année 2017. Et j'ai regardé pour moi, les Belges, qu'est-ce qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'on aime bien? Alors, les 4 premières recherches, c'est française, puis French, puis stepmom, donc belle-mère, et puis MILF. Si Brigitte Macron nous écoute, vraiment Brigitte, je crois que t'es vraiment la bienvenue chez nous. Média, Silvio Berlusconi a réagi à la tribune sur la liberté d'importuner. Il salue les saintes paroles de Catherine Deneuve. Donc apparemment, sainte parole en italien, ça se dit bunga bunga. Et pour Catherine Deneuve, on pensait qu'on ne pouvait pas faire pire que les soutiens de Nadine Morano, de Christine Boutin, d'Elisabeth Lévy. Eh bien si, il manquait Silvio Berlusconi. Si le soutien embarrassant a un visage, il aurait la peau bien tirée. Cinéma, et ça va intéresser les actrices sur ce plateau avec ce drame. Claude Lelouch s'est fait voler son scénario, le scénario de son prochain film cette semaine, évidemment. Alors en plein Paris, d'habitude ça arrive à Marseille, hein, ça fait quand même plus de 10 ans que tous les jours les scénaristes de Plus belle la vie se font piquer leur matos. Alors évidemment c'est une grande perte pour le cinéma français, un scénario de Claude Lelouch et Thierry, n'allez pas me croire, mais je l'ai retrouvé, j'ai mis la main dessus. C'est une exclue pour Salut les Terriens, il est ici, donc voilà, c'est le scénario. Claude, tu viens le chercher quand tu veux. Homme, femme, shabadabada, et on tient le film. Allez, les brèves. Selon une étude, les Russes boivent désormais moins que les Français. Chapeau à vous, les Français, surtout que Gérard Depardieu joue dans l'équipe adverse, et c'est quand même un peu le Neymar de la picole. Et cette info magnifique pour terminer, Creuse, avec 9 entrées en 6 mois, le musée de la mouche tsetse sera mis en sommeil. C'est bon. Comment vous dire? Pas de vanne, c'est plus nécessaire. Bravo la montagne. Non, voilà, c'est bon. Bravo la montagne, évidemment. Et justement, il y a un petit lien avec le musée que je vais vous faire visiter aujourd'hui. Culture. C'est le Museum of Failure, hein, en ce moment c'est à Los Angeles, j'ai mal prononcé mais c'est de l'anglais. Museum of Failure, littéralement le musée de l'échec. Initialement c'était en Suède, c'est une exposition qui recense toutes les initiatives qui sont terminées par un échec retentissant. En gros, on aurait pu empailler Benoît Hamon et le mettre à l'entrée. Mais quelques exemples parmi ces échecs, un de mes préférés, c'est la marque Colgate, ça vous parlez, qui s'est dit tiens, ce serait bien de faire des lasagnes. Hein, évidemment, oui, c'est une bonne idée, hein. Ce qui est à peu près aussi con que si Tampax avait sorti des sucettes à la framboise. Mais voilà, autre échec du musée, ça va vous amuser aussi, le Coca-Cola Black, c'est du Coca-Cola au goût de café. Hein, ça n'a pas fonctionné, le Coca-Cola Black, ils ont arrêté de le commercialiser déjà quand ils se sont rendus compte que les policiers américains tiraient dessus. Et Coca-Cola qui accumule quand même les échecs aussi avec le Coca-Cola 2, je ne le connaissais pas, Coca-Cola qui se vantait d'être encore plus sucré que le Coca normal. Et ça, c'est un coup à vous faire un énorme bide. Et c'est le bide pour moi aussi. Et autre invention très con du musée, on va voir que j'aime assez bien, une machine qui diffuse des CD parfumés. C'est-à-dire que vous mettez un CD, par exemple CD montagne, et hop, ça sent la montagne et il y a des bruits de montagne. Voilà. C'est génial. Oui, ça n'a pas marché malheureusement. Mettez un CD de Renault, paf, ça sent un peu le pastis. En même temps. Et ça. C'est super. Le suivant, vous allez voir, qui n'a pas eu de succès non plus malheureusement, c'est le masque censé vous rajeunir en vous envoyant des petites décharges électriques au visage. Alors pourquoi ça n'a pas marché? C'est con, c'était bien essayé. Bon, les 2 premiers acheteurs étaient un petit peu déçus. Mais... Eh ouais, mais bon...
Et enfin, une autre invention formidable qu'on peut trouver au musée de l'échec, le casque pour traduire les pensées des chiens. Alors évidemment, c'est un petit peu idiot parce que ici, on voit très très bien ce qu'il pense. Le chien, il se dit, mais putain, quel est le débile d'humain qui m'a foutu ce stupide cornet autour du cou. Et fin de l'exposition, vous pouvez vous-même participer et prendre un post-it et écrire sur le mur le plus gros échec de votre vie. Alors apparemment, Jean-François Copé est toujours là-bas. Et vous voyez en bas à gauche, il y en a un qui a écrit, voilà, My son Eric, mon fils Eric. Oh. Ouais, Madame Zemmour est allée visiter l'exposition. Allez-y aussi, car l'échec, c'est un art. Et l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien. Bravo, qu'on peut pas en parler. bravo. C'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine, sur scène à Paris et en tournée dans toute la France. Philippe et Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Merci. Roland McDan, merci d'avoir été avec nous. Bravo. Ledra et Adi, merci d'avoir été avec nous. Oriane, merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, on passe à notre Théo Top de la semaine. Bonsoir. Ça va? Putain, ils sont tous partis, les pistons. Ah bah, t'as vidé la salle, tu vois. merde. Bah ouais, je vais te dire, Faut ils ont qu'ils peur arrêtent de de toi. bouffer, ça commence à se voir. Hein. Ah ouais, tu les gonfles, hein, c'est sûr. Ouais, je suis resté pour toi, Jean-Marc. Il y a Ah, Laurent c'est qui est gentil. là. Toi, je t'aime. Faux cul. Et c'est quoi cette entrée de merde là, que tu nous fais là? Bah. T'es au tot, non, on vaut mieux que ça quand même, merde. Ah bon? Si, moi je Attends, veux. ok. Toi, j'en sais rien, mais moi je veux Ok, mieux que ça. alors. Et maintenant, nos Théo Top du top. C'est tout? Quoi? Attends, Ça va. top, au-dessus du top. Écoute, ouais. Eh, bouge-toi le cul, Ardisson là, ça. On vient jamais. Ouais, il y a l'affiche rouge, sinon. C'est l'affiche des stars internationales. C'est ça que tu veux? Oui. On veut dire ça, non? Bah, ta gueule. Mais si, on veut Ok. dire ça. Ok. Il est au top du top de la mort de ouf. Merci. C'est gênant. Jeff Banaclock et Jean-Marc. Ça, c'est cool. Bon, alors, j'imagine, Jean-Marc, que si je vous présente comme la marionnette de Jeff Banaclock, vous allez me faire un Anniva qui, Ouais, je suis grande. qui est grand je suis reporter de grande guerre. marionnette de guerre. Hein. Ah ouais, de guerre. Hein, grand J'en ai reporter. pris des olieux dans le cul. Hein. J'ai un truc pour vous présenter tous les deux. Il insulte tout le monde, il parle de cul tout le temps, mais tout le monde l'adore. Macron. Merci Jean-Marc. Je construis Des marionnettes. avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Et voilà. Alors, Jeff et Jean-Marc, votre premier spectacle, donc Jeff Banaclock perd le contrôle. Ici, la voix. Oui. Tu vois, Thierry, moi aussi, je peux faire parler un connard. Alors, Jeff Banaclock et Jean-Marc, votre premier spectacle, Jeff Banaclock perd le contrôle, a été vu par plus de 500 000 personnes en salle et 5 millions de gens sur TF1. Désormais, vous êtes sur le podium des poids lourds. Aujourd'hui, vous revenez avec un deuxième spectacle intitulé Jeff Banaclock contre-attaque pour 3 mois au Théâtre des Variétés, en tournée dans toute la France. Alors, le principe est toujours le même. Il y en a un qui parle avec son ventre et l'autre qui parle avec sa bite, c'est ça, non? Exactement. Ouais. Je fais parler mon zizi. Alors, la nouveauté, Jeff, quand même, c'est que maintenant, en dehors de Jean-Marc, il y a 2 nouveaux personnages. Il y a Nabilouche et il y a Jackie. Tout à fait. Nabilouche, c'est la petite amie de Jean-Marc. Oui. Mais c'est vous qui lui mettez la main dans le cul, quand même. Oui, on peut dire ça comme ça, techniquement, mais elle est, en vrai, elle est dans le dos, l'entrée. Jean-Marc, quand Jeff parle, on voit tes lèvres qui bougent. Ah, pardon. J'essaye de me planquer. Nabilouche, c'est Nabila, quoi. Au début, on est parti de Nabila, mais c'était il y a 4 ans quand on a créé ce personnage, et puis après,
Après, on s'en est éloigné petit à petit, mais j'ai l'impression qu'on revient dedans. Oui, si on te dit, on revient dedans. Alors, il y a aussi Jackie comme nouveau personnage. Tout à fait. Alors lui, c'est un fan de Johnny, hein. C'est un vieux rocker, quoi. Ouais, c'est un vieux rocker, un vieux technicien qui a bien roulé Et surtout, il picole. Et c'est ça qui est rigolo. Voilà. J'adore. Alors, comme vous, d'ailleurs, il rêve de rencontrer Johnny Hallyday. Vous, c'était vraiment votre rêve, en fait. Ouais, c'est vrai. Vous aviez dit, quand je serai grand, je serai connu, et quand je serai connu, je pourrai rencontrer Johnny Hallyday. Ouais, je suis allé voir son concert, son dernier concert à Bercy, et j'ai un ami qui m'a dit, oui, je tourne la captation du concert, est-ce que tu veux que je te présente Johnny dans la loge? J'ai dit, bah non, je vais pas aller le déranger, et voilà, j'aurais peut-être dû y aller ce jour-là. Ouais. Alors, l'avantage de Jackie, ce nouveau personnage, c'est qu'en fait, ça vous permet d'aborder des sujets un petit peu plus graves qu'avec cet abruti. Toi-même Connard. On voit ton oreillette. L'autre, il a un tentacle dans l'oreille. Ça se voit. Hein. Toi, ta gueule, t'as un bras dans le cul. Ah oui, merde. Non mais, sérieusement, c'est vrai, Jackie, il a un fils homo, par exemple, c'est difficile d'en parler avec Jean-Marc. C'est vrai que c'est plus compliqué d'en parler avec Jean-Marc, mais c'est aussi difficile d'en parler avec Jackie parce que il a fallu trouver les bons mots et voilà, bon, on en parle, on aborde le c'est sujet. Génial. Ah non, mais moi j'ai vu le spectacle, les deux nouveaux personnages sont hyper réussis, c'est-à-dire que maintenant vous avez une vraie ménagerie, on pourrait dire. Ça, hein. c'est ça. Il va vous falloir un troisième bras bientôt, non? Oui, tout à fait, ouais. Mais je l'ai, je te l'ai traité. Ah oui, il a un d'accord. troisième bras, il pourra faire Jackie et Michel. Laurent Baffy, on regarde à quoi ça ressemble. Avez-vous déjà réalisé vos rêves? Contre-attaque au Théâtre des Variétés pour 3 mois et ensuite en tournée dans toute la France. Oui, j'ai vu le spectacle, c'est énorme, c'est encore mieux que le premier parce que vraiment là vous êtes devenu un vrai showman. Déjà au début vous arrivez sur scène, avant même qu'il y ait la marionnette, vous faites un vrai show, il y a des chansons, très comédie musicale. D'ailleurs votre metteur en scène Nicolas Nebaud est un fan de comédie musicale, non? Ah, c'est même pas un fan, c'est qu'il a travaillé avec les Américains pour plein de spectacles comme Sister Act ou Le Bal des Vampires et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a une vraie histoire. Ouais. Hein, pour une fois, il y a un début, un milieu, une fin. C'est vrai, ouais, t'as tout compris. Oh, merci. Alors, ça a été écrit par vous, évidemment, avec Thomas Morion et notre ami Tom Villa. Tout à fait. Et c'est bien écrit. Il est où, Tom? Il est reparti. Alors, vous dites, Jeff, je me surprends de temps en temps à découvrir une blague qui vient de Jean-Marc en même temps que mon public. C'est vrai. Ouais. Oui, parce que Ça, c'est dingue. j'improvise beaucoup pendant le spectacle et puis des fois il y a une vanne qui sort un peu trop vite et Ouais, c'est ton problème, ça sort un peu trop vite. Non, mais c'est vraiment de la schizophrénie, quoi. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Vous êtes deux dans votre tête. Non, mais vraiment. Exactement. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Et voilà, donc Jeff Panaclock, de votre vrai nom, Damien Colcanap. Vous êtes quand même le seul mec qui a un pseudo plus compliqué que son nom, non? C'est vrai. C'est vrai. Au départ, vous étiez électricien. Oui. Électricien sur les chantiers. Ça, c'est bien, vous n'aurez pas un destin à Claude François, au moins. ça nous rassure. Et alors, vous avez découvert la ventriloquie dans un cabaret à l'âge de 17 ans. Oui, c'était David Michel. Avec Nestor. Et je suis tombé en amour devant ce sketch. Il pouvait dire ce qu'il voulait avec ce petit pingouin qui claquait du bec. Et maintenant, c'est toi qui claques du bec. C'est sympa. Et ça, c'est à cause de ce que tu bouffes. C'est incroyable, votre numéro. J'adore. Alors, c'était au canotier du pied de la butte. Oui, j'étais avec des amis. Voilà, je faisais de la magie à l'époque. Et on s'est dit, tiens, on va aller voir un magicien à la base au canotier du pied de la butte. Et puis, j'ai découvert Nestor. Et là, ça a été la révélation, quoi. Et pourtant, votre père vous a dit, laisse pas tomber la magie. Bah, il a pas regretté très longtemps, hein, puisqu'il a bien vu que j'étais un peu mieux dans la ventriloquie. Il est fier de son fils fucking aussi. Oh, batterie. Vous partagez comment le truc? Ah bah, je peux pas te dire, c'est un coup Louis. Ensuite, vous commencez à jouer chez ma cousine, et au Don Camillo. Chez ta cousine? Ouais, chez ma cousine. Ouais. Ça se passait comment? C'était horrible, non? C'était
Non, en vrai, c'était super bien. Des fois, on jouait devant 3 personnes bourrées, et puis des fois, on jouait devant 50 personnes, on était super contents. Ouais. Et voilà, oui, il faut composer avec les gens qui sont alcoolisés ou qui sont très en forme. Ouais. Voilà, mais c'est ce qui forge aussi le caractère. Oui. Et c'est Quand comme on ça a que j'ai résisté appris au cabaret, on peut résister à tout. Parce que des gens c'est comme qui ça que j'ai bouffent. appris l'improvisation aussi, Ouais, c'est ça. parce que des fois, on fait pas du tout le sketch qu'on Hyper avait prévu. dur, ouais. Parce que... Alors Jean-Marc, lui, il est né lors d'un mariage, en fait. Oui. C'est-à-dire que vous étiez dans un mariage, Michael Jackson venait de mourir. Ouais, c'est ça. Au début, on avait un sketch un peu rigolo. Ouais. Et puis ensuite, on s'est réveillé un matin. Michael Jackson venait de mourir. Je dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce sketch alors que Jean-Marc faisait déjà Michael Jackson. Ouais. Il a décidé de le faire mourir aussi sur scène. Ouais. Et c'est là que les gens ont commencé à réagir. Je lui dis tiens, je vais peut-être aller sur ce terrain-là. Ça va peut-être être rigolo. Et ça, Encore c'était ça plus. qu'il fallait faire, parce que c'est vrai que les ventriloques avant, ils étaient toujours très bon chic, bon genre, mainstream, pop sur eux, tu vois. Tout public. Là, c'est le premier ventriloque qui déchire, quoi, et ça marche, quoi. Il déchire, c'est vrai? Il déchire. Alors, vous aussi, vous êtes mariés 2 fois, mais avec la même femme, hein, Charlotte, hein, qui est grave enceinte, dis donc. Eh ben, Encore un polichinelle dans le tiroir. Là, je dois dire. J'ai pas fait exprès, j'y suis pour rien. Alors, vous avez une grande carrière devant vous, c'est pas du tout un scoop, mais vous avez déclaré « Je ne me vois pas âgé sur scène. Le problème avec nous, les ventriloques, c'est que l'on vieillit, mais pas nos personnages. » C'est vrai, je vois, ne serait-ce qu'en regardant un petit peu en arrière, j'avais une tête de genou et Jean-Marc a toujours eu la même tête. Donc ça me déprime de temps en temps. J'ai eu l'impression en voyant le spectacle que vous aimiez bien faire du stand-up, vous aimiez bien chanter, vous aimiez bien la comédie musicale. Est-ce que vous voyez évoluer votre spectacle vers des choses, disons, moins ventriloques et Non, plus pas du tout. Jeff Panaclock? Non, pas du tout, parce que c'est vraiment un kiff que je me fais au début du spectacle. Et puis j'essaye de faire monter la pression aussi. Je sais que Jean-Marc est très attendu. Donc, vous le faites attendre, hein, donc quand je le il fais arrive, tout le monde attendre est content, ça, c'est vrai. pour avoir une belle entrée, quoi. Quand je sors de scène, je suis satisfait d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà. Là, vous pouvez. T'as de la drogue, t'as de la... Alors, vous ne serez pas étonnés tous les deux que je vous fasse une interview par amour. Alors, par amour, est-ce que vous pourriez vous convertir à une autre religion? Ah, c'est une bonne question. Vas-y, réponds. Moi, je pourrais faire du bouddhisme, je suis déjà orange. Est-ce que vous pourriez quitter la France pour toujours, par amour, hein, et vous exiler en Syrie? En Syrie? Oui. Oh là là, pourquoi pas à Clermont-Ferrand? J'en sais rien, moi. Est-ce que par amour, vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Bah ouais, mais il va falloir trouver de la peau, hein, parce que j'ai beaucoup de poils. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Vous êtes habillé maintenant, alors il est Oui, habillé. c'est vrai, ça lui coûte va du bien, pognon, hein. hein, ce truc. Hein. Mais t'as rien en bas, quoi. Non, j'ai rien en bas. Au Ah. troisième spectacle, j'aurai un froc. Youhou! Ah, bah tu vois. Est-ce que par amour, vous seriez prêt à prendre 20 kilos Il a déjà pris 20 kilos. Hein. Ah oui, oui. Et si vous aviez une rivale, est-ce que vous seriez capable de partager, de pardonner ou de tuer? Oh là là, les 3 en même temps. Ah oui. Ouais, ouais. Je coûte, je partage et je retue derrière. C'est incroyable. Franchement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, quoi. Mais je suis quelqu'un, Mais connard. t'es quelqu'un. Je comprends rien, lui. Non, mais d'accord, mais... Non, il parlait de Jeff. Ah, c'est vrai, on dirait qu'il est vrai, hein. Est-ce que vous seriez prêt à accepter que Jeff ait une maîtresse? Ouais, oui, mais sa femme, je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Est-ce que vous seriez prêt à embrasser 100 fois ses chaussettes sales? Ah non, non. Question Clotilde Courreau, qui a répondu oui. Alors, si elle a dit oui, Princesse des Neiges, alors je dis oui. Tu dis oui? Oui. 100 fois les chaussettes sales. Ça, c'est pourri quand même. Oui, oui, oui. Est-ce que, par amour pour Jeff, vous seriez prêt à arrêter la scène? Oh là là, arrêtez la scène, Oui. non, parce que c'est ce qui me fait vivre, quand même. Ah ouais. Vous n'avez pas d'autre boulot, en fait, que faire le con Ah en non, variété, non, je quoi. fais le con, hein, comme nous tous. Hein. Ouais, il fait le con en variété. Regarde la gueule de tes musiciens. Hein. Ouais. Hey, tu danses très bien, hein? Merci.
Bon, Jeff, je crois qu'on peut le dire. C'était Mimi Mati. Hein, non, il faut dire les choses. Ça fait 3 jours que vous jouez pas. Qu'est-ce que vous avez comme maladie? J'ai une pharyngite avec une petite infection des poumons et je sais plus trop quoi d'autre encore, mais ouais, c'est un peu compliqué. Petite blénorragie aussi. Ouais, c'est ça. Ça saigne un peu de partout. Donc, je voulais vous remercier d'avoir été avec nous, malgré Merci ça. beaucoup. En 30 ans de carrière, j'ai jamais vu un mec qui joue pas, mais qui vient quand même faire la télévision qu'il avait promis. Bah, j'avais promis, et puis surtout, je voulais vous remercier parce que vous avez fait déplacer tout le monde, le studio, les techniciens, etc., juste pour nous, et j'étais vraiment étonné de ça. Oui. C'est la voix. Oh putain. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Et voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Jeff, Philippe, Jean-François, Roland, Médra, Oriane, Laurent. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.